Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment transformer notre moteur qui est actuellement en 2D en 3D. Fondamentalement, la transformation d'un moteur 2D en 3D ne va pas changer de manière drastique. On aura toujours besoin de vecteurs pour manipuler les points dans l'espace et de matrices pour pouvoir manipuler ces points avec des transformations matricielles. Commençons par les vecteurs. Ici, on aura des vecteurs 3D, composés des composantes X, Y et Z. On aura toujours les mêmes opérations qui seront applicables aux vecteurs 3D, qui seront l'addition, la soustraction, la division par un scalaire et la multiplication par un scalaire. Et on aura aussi des fonctions qui pourront être appliquées sur ces vecteurs. Donc on pourra appliquer la normalisation sur un vecteur, qui, je vous rappelle, c'est un vecteur qui aura la même direction et le même sens, mais avec une longueur de 1. Et on aura deux autres fonctions qu'on pourra également appliquer au vecteur. Donc on aura le produit scalaire qui va consister à multiplier deux vecteurs ensemble et à en sortir un scalaire. La multiplication va se faire de la manière suivante. Donc la multiplication entre U et V sera égale à la magnitude de U multipliée par la magnitude de V, multipliée par le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. On pourrait aussi utiliser les composantes de chaque vecteur pour pouvoir calculer le produit scalaire. On va multiplier les composantes X ensemble, additionner aux composantes Y ensemble, additionner aux composantes Z ensemble. De manière géométrique, comme vous pouvez les voir sur votre écran, le produit scalaire entre U et V sera égal à la longueur du vecteur W multiplié par la longueur du vecteur V. Le vecteur W ici correspond au vecteur U projeté sur le vecteur V. On a déjà abordé le produit scalaire sur la vidéo des transformations et plus particulièrement sur le cas de la symétrie axiale. Je vous invite à aller voir si vous voulez avoir une utilisation réelle de ce produit scalaire. Quant au produit vectoriel, c'est une opération que l'on n'a pas encore vue dans les précédentes vidéos, car tout simplement elle est applicable uniquement en 3D. Le produit vectoriel est un produit entre deux vecteurs, U et V, qui va consister à calculer un vecteur perpendiculaire avec le plan formé par les vecteurs U et V, où la longueur est donnée par la formule suivante. Ce sera la magnitude de U multipliée par la magnitude de V, multiplié par cette fois-ci le sinus entre l'angle U et V. Cela signifie que pour que ce vecteur soit non nul, il faut obligatoirement que les vecteurs U et V ne soient pas collinaires. En 2D, la notion de produit vectoriel n'a pas vraiment de sens, car tout simplement en 2D, on a seulement un seul plan formé par les axes X et Y, et le vecteur qui pourrait résulter de ce produit vectoriel serait en dehors du plan. Alors on pourrait voir une forme de produit vectoriel en 2D où la composante Z des vecteurs U et V serait égale à 0 et cette fois-ci le vecteur résultant de ce produit vectoriel sera parallèle à l'axe des Z. On aura aussi des vecteurs 4D pour pouvoir représenter des points dans l'espace. Ces points ne seront pas représentés de manière cartésienne mais de manière homogène. Un point représenté de manière homogène, c'est tout simplement un point ayant donc des composantes X, Y, Z, vu qu'on est en 3D, mais ici on va rajouter une composante W qui sera égale à 1. Cette représentation des points dans l'espace peut être pratique pour pouvoir manipuler ces points avec des transformations matricielles utilisant la translation par exemple. Les vecteurs 4D auront également les mêmes opérations que les vecteurs 3D, donc on aura l'addition de vecteurs, la soustraction de vecteurs, la multiplication d'un vecteur par un scalaire et la division d'un vecteur par un scalaire. On aura également le produit scalaire qui cette fois-ci sera exactement comme en 3D, mais on va additionner à la fin les composantes W ensemble. Ensuite, nous aurons les matrices 3x3 et 4x4. Les matrices 3x3 seront utilisées pour les transformations de rotation et de mise à l'échelle. Et les matrices 4x4 seront utilisées pour les transformations de translation. Ici, on utilisera des coordonnées homogènes pour pouvoir manipuler des points avec des matrices. La translation, qui je vous rappelle, n'est possible qu'avec des coordonnées homogènes.
Comme en 2D, on pourra également avoir les mêmes opérations matricielles appliquées en 3D. Donc on aura l'addition de matrices, la soustraction de matrices, la multiplication par un scalaire et la division par un scalaire. On aura également trois fonctions qui seront utiles, donc l'inverse d'une matrice, le calcul de déterminant d'une matrice et la transpose de matrice. Ces fonctions et les opérations pourront être appliquées aussi bien pour des matrices 3x3 que des matrices 4x4. En généralité, on peut le faire pour des matrices n à n dimensions. Pour la translation et la mise à l'échelle, on aura besoin de vecteurs 3 pour utiliser les matrices 3x3 et 4x4. Donc la translation, c'est les composantes x, y, z. Et la mise à l'échelle, c'est également les composantes x, y, z pour pouvoir mettre à l'échelle chaque axe des points. Concernant la rotation, elle va se diviser en 3 sous-rotations où chaque sous-rotation aura son propre axe. On aura d'abord l'axe X, la rotation autour de l'axe X, la rotation autour de l'axe Y et la rotation autour de l'axe Z. On va utiliser ici les angles de l'air, donc chaque angle sera pour une axe précise. Donc un angle pour l'axe X, un angle pour l'axe Y et un angle pour l'axe Z. Ces angles vont se situer entre 0 et 2π en radians et 0 et 360 en degrés. Alors maintenant qu'on a vu les différentes transformations 3D, nous allons voir comment représenter des objets 3D en infographie. Alors on va faire comme en 2D, on va utiliser des polygones pour pouvoir représenter nos objets 3D dans l'espace. Alors on va utiliser habituellement des triangles, c'est comme ça que les API de rendu 3D fonctionnent de manière classique. Ces triangles vont permettre de pouvoir définir les surfaces des objets 3D. On peut représenter nos objets 3D avec ce qu'on appelle un maillage, qui représente tout simplement un ensemble de données permettant de pouvoir représenter des faces, des sommets et des arêtes d'un objet 3D. Chaque mèche est associée avec une transforme représentant la rotation, la position et la mise à l'échelle des objets 3D. Comme ceci, on pourra représenter différents objets 3D dans des configurations différentes avec le même maillage. Dans les API de rendu, par exemple OpenGL, on va pouvoir représenter nos maillages dans un tableau de sommet, ou aussi en anglais vertices, dans un tableau de vecteurs, et un ensemble d'indices représentant ce qu'on appelle une primitive qui sera ici définie dans un tableau d'entiers naturels où chaque entier va correspondre à l'emplacement d'un sommet. Les primitives que l'on peut retrouver dans les API de rendu, comme OpenGL, sont les points, les lignes, les triangles ou encore les quads. Très rarement utilisé les quads, mais on peut le voir apparaître certaines fois. Ainsi que quelques variantes de celle-ci. On ne peut définir qu'une seule primitive par tableau. En fonction de la primitive choisie, les vertices seront interprétés différemment par l'API de rendu. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo qu'on a fait sur le sujet pour avoir plus de détails sur comment on va définir nos vertices avec l'API de rendu, en utilisant notamment les Vertex Buffer Objects et les Element Buffer Objects. Donc les épisodes concernant les vidéos sur voilà, comment envoyer des vertices à OpenGL particulièrement, c'est les épisodes 1.4 à 1.6 de la série sur les moteurs de jeu. Dernière chose que l'on va voir dans cette vidéo, c'est la manière dont on va pouvoir rendre nos objets 3D à l'écran. Jusqu'à maintenant, pour pouvoir rendre les objets 2D à l'écran, on transformait chaque vertex de l'espace local à l'espace de vue, aussi appelé espace de la caméra, et l'espace de vue à l'espace NDC grâce à des transformations matricielles. En 3D, nous allons procéder exactement de la même façon,
on va toujours transformer les vertex de l'espace local à l'espace de vue et de l'espace de vue à l'espace NDC. Mais cette fois-ci, entre l'espace de vue et l'espace NDC, on va utiliser ce qu'on appelle une projection qui, je vais détailler juste après, qui va pouvoir se faire de manière matricielle. Alors ici, on va voir deux types de projections, la projection orthographique et la projection perspective. Donc voici à quoi ressemble la projection orthographique avec la matrice qui lui est associée. Donc la projection orthographique va permettre de pouvoir définir les objets de manière relative, c'est-à-dire que si un objet est loin ou si un objet est proche, eh bien les deux objets seront affichés de la même taille à l'écran. Concernant la projection perspective, donc voici à quoi elle ressemble avec la matrice associée. Et bien cette fois-ci, contrairement à la matrice orthographique, la matrice perspective, la projection perspective, va permettre de pouvoir rendre les objets loin, petits à l'écran, et les objets proches, grands à l'écran. Cette perspective est également similaire à ce qu'on pourrait voir dans la réalité. Donc les deux matrices, comme vous pouvez le voir, sont définies avec 6 paramètres. Le paramètre right, left, top, bottom et near et far. Chacun de ces paramètres va permettre de pouvoir définir le champ de vision de la caméra. Il existe une autre forme de matrice perspective qui va fonctionner exactement de la même façon, mais cette fois-ci on va définir la caméra avec un angle, aussi appelé champ de vision ou field of view en anglais. Alors, la transformation de projection ne va pas directement nous placer dans l'espace NDC, en anglais Normalized Device Coordinate, ou en français espace normalisé de l'appareil, qui, je rappelle, est l'espace qui va être utilisé pour pouvoir savoir si un élément est visible à l'écran ou non par les API de rendu. Alors, avant de passer à l'espace NDC, la projection perspective ou orthographique va amener les points dans l'espace de clip, ou clip space en anglais. Alors qu'est-ce que l'espace de clip? L'espace de clip est défini avec des coordonnées homogènes. Donc les coordonnées homogènes, je rappelle, c'est vous prenez les coordonnées classiques cartésiens, donc x, y, z pour la 3D et x, y en 2D, et vous rajoutez une composante en plus, la composante W. Cette composante W peut être égale à 1 comme pour la projection orthographique, mais pour la projection perspective, ce n'est pas le cas. La composante W ici différera de la composante W en orthographique. Alors, pour passer de l'espace de clip à l'espace NDC, on va devoir diviser les composantes X, Y, Z par W. En faisant cela, on va passer des coordonnées homogènes à des coordonnées cartésiennes classiques. C'est comme ça qu'on passe des coordonnées homogènes aux coordonnées cartésiennes. L'espace de clip pour une projection orthographique va coïncider avec l'espace NDC car tout simplement la composante W est égale à 1. Alors, cette transition entre l'espace de clip et l'espace NDC est gérée habituellement de manière automatique par les API de rendu. Donc la division par W sera faite en interne par les API de rendu, par exemple sur OpenGL. Donc on n'a pas forcément besoin de le faire à la main nous-mêmes dans les shaders en définissant notre position finale de vertice. Alors, avant que les API de rendu passent de l'espace de clip à l'espace NDC, il va d'abord déterminer si les points sont visibles dans une certaine range. Donc la range, c'est entre, par exemple sur OpenGL, entre -W, -W, -W et WWW. Et sur par exemple DirectX, c'est -W, -W 0 et WWW. Alors, ça va différer en fonction des API de rendu, mais globalement, tous les points qui seront en dehors de cette range ne seront pas transformés vers l'espace NDC. Alors, s'il y a des triangles qui sont à la fois à l'intérieur de cette range et à l'extérieur, les API de rendu vont se charger de diviser les triangles en de plus petits triangles pour pouvoir être affichés à l'écran. Si vous voulez avoir plus de détails sur comment fonctionnent les projections, et notamment la projection orthographique
et la projection perspective. Je vais mis un lien en description pour avoir plus de détails sur le sujet. Alors maintenant que l'explication est faite concernant comment passer d'un moteur 2D à un moteur 3D, eh bien on va venir intégrer tout ce qu'on a expliqué à l'instant dans notre moteur. Alors comme d'habitude, donc la version du moteur en débit de vidéo, c'est la version du 17/07/2023, et celle qu'on aura fait jusqu'à la fin de la vidéo, c'est la version 24/08/2023 avec le moteur en 3D. Alors, j'ai également fait donc un petit document pour savoir l'évolution du moteur par rapport à une version à une autre et comment l'architecture est faite. Alors, c'est très important de faire ce genre de document pour pouvoir organiser de la meilleure façon les moteurs de jeu. Donc ici, actuellement, on n'a pas beaucoup de classes, donc ça commence à faire un peu avoir pas mal de choses. Mais globalement, on a trois compartiments. Donc, on a le compartiment Core, le compartiment Math et le compartiment Utilities. Donc, je vous ai mis une petite légende pour savoir quel fichier a été modifié, retiré ou ajouté. Globalement, on a rajouté les objets mathématiques et on a rajouté les deux classes pour le mesh. Une classe qui va contenir les données tridimensionnelles, donc les vertices et les triangles, les indices de triangle, et une classe qui va permettre de pouvoir rendre ce mesh à l'écran. Donc j'ai fait pour chacune version, donc là c'était la version en début de vidéo, globalement elle ressemble à ça, et la version en fin de vidéo elle va ressembler à celle-ci, et en bas c'est les modifications ajoutées. Alors on va tout de suite venir dans notre moteur et voir ce qu'on a ajouté au niveau d'implémentation. Donc on était ici, c'était la version de la dernière fois, on va venir ici voir ce qui a été ajouté. Donc ici j'ai divisé ça en deux push. Alors on va faire tac tac tac. Hop. Hop, on va faire ça, hard, hop, oui, voilà, on va aller voir donc dans le moteur, hop. Alors, donc on va aller dans Math. Donc globalement, cette version elle va contenir tous les ajouts donc les vecteurs 3, les vecteurs 4, les matrices 4 et les tests unitaires. Donc, globalement, j'ai repris ce qu'on avait fait avec les vecteurs 2, tout simplement. Donc les vecteurs 2, ça ressemblait à ceci. Hop. Donc voilà, avec toutes les fonctions utilitaires. Donc le point H ressemble à ceci. Concernant les vecteurs 3, c'est similaire. Hein. Hop, ce qu'on va faire, on va les mettre les deux ensemble. Tac. Donc on va venir en H et on va le mettre sur le côté. Ça, on aura les deux vues en même temps. Alors, donc là, on peut fermer. Voilà, et le CVP. Hop. Alors globalement, donc dans les vecteurs 3, on a les mêmes fonctions. Mais ici, j'ai rajouté le cross product qui est utilisé que en 3D. Et sinon, les autres fonctions, c'est exactement les mêmes que en 2D. Alors, tac, on va quand même ouvrir le CPP. Et dans le point H du vecteur 4D, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de cross product, car c'est que lié à la 3D. Alors, donc, si on voit les CPP, ça ressemble à ceci. Donc ça, c'est la version des vecteurs. Hop. Voici, voilà. Et la version en 4D des vecteurs. Donc globalement, c'est exactement les mêmes fonctions pour les deux. Et en plus des vecteurs 3D et vecteurs 4D, on a aussi ajouté les matrices.
donc les matrices 4D cette fois-ci, car on a besoin pour les transformations en 3D. Alors, et globalement les projections aussi. Alors les matrices 4, hop, donc ça ressemble à ça. Donc j'ai rajouté, il y a à peu près les mêmes fonctions, sauf que ici on a voilà, plusieurs fonctions pour les transformations, la translation, la rotation sur les trois axes X, Y, Z, une fonction de rotation, une fonction de scale X, Y, Z et les fonctions de transformation combinées, donc TS, RS, TR et TRS, pour pouvoir avoir nos transformations. Alors, donc globalement, ça ressemble à ceci. Je préfère vous mettre comme ça. Dans tous les cas, vous pouvez avoir accès au code source sur la page GitHub, mais c'est quand même bien de les avoir ici en vidéo. Alors, maintenant qu'on a vu les différents vecteurs, hop, on va venir sur le plus important, c'est-à-dire transformer notre moteur 2D en 3D en utilisant voilà, ces objets mathématiques. Donc on va faire réinitialiser la suivante, on va faire hard, ok, oui. Alors globalement, tac, ouais, c'est ça. Hop. 2D, j'avais fait quoi? Ouais, j'avais supprimé l'élément Z du vecteur 2D car on n'en avait plus besoin. Et pour les matrices 4, alors on va recharger tout. Ok, alors j'ai rajouté les fonctions de projection. Donc orthographique, perspective, perspective. Donc hop, voilà à quoi elle ressemble dans le code. Donc l'orthographique c'est celle-là. Et les perspectives, il y en a deux en fonction de si on veut définir la caméra avec les bordures de la caméra, donc left, right, bottom, top, near et far. Ou alors on peut aussi définir la caméra avec le FOV et un aspect de la caméra, plus le near, le far également. Alors globalement, voilà comment j'ai procédé. Donc on va aller dans Core. Alors on va aller ouvrir tout ce qui est intéressant. Donc globalement on va reprendre ce qu'on avait modifié ici. Donc on a la caméra. Hop. On a le fichier main. Hop, alors le fichier main il est ici. On a les fichiers mesh. Donc mesh, ça. Le shader aussi a été modifié, la transform, et on a dans les fichiers utilities, ça qui est intéressant, hop. Donc, si on reprend notre fichier main, c'est là où il y a la boucle de rendu, donc ce qui est le plus important. Donc la boucle de rendu ici, donc on va initialiser un mesh, enfin nos objets, donc on initialise la caméra, le mesh, la transform et le mesh renderer. Donc, si on va globalement d'abord dans notre mesh, donc le mesh on le définit comme ceci, donc j'ai créé un petit cube avec la classe mesh utilities, donc dans create cube, donc c'est un cube très simple, où j'ai défini 24 vertices, et ces 24 vertices, je définis, hop, 36 triangles, donc non pas 36, 12 triangles, donc 2 triangles par face, et 36 indices du coup, en tout. Il y a 36 indices ici, et il y a 24 vertices. Alors pourquoi 24 vertices? Car tout simplement, on pourrait avoir uniquement 8 vertices pour définir un cube, mais comme vous allez le voir dans les prochaines vidéos, définir un cube avec 8 vertices, ça aura des conséquences sur comment le cube pourra être rendu au niveau des lumières. Alors les lumières on ne les a pas encore revues, mais voilà, on va les voir dans les prochaines vidéos. Donc ici je définis mon cube de la manière classique, c'est-à-dire 24 vertices pour pouvoir définir le cube. Alors, donc, une fois qu'on a défini le cube, donc sinon j'ai remis les fonctions qu'on avait précédemment mis dans Shape. Donc les create rectangles, globalement c'est pas changé, hein, j'ai juste, donc pour la composante Z, du coup vu qu'il n'y en avait pas, j'ai mis un 0.
Et aussi également, j'utilise, pour pouvoir créer les mèches, j'utilise maintenant des vectors. C'est des vectors et plus des tableaux de float, comme on aurait pu des pointeurs de float comme on aurait pu le faire en C. Globalement ici c'est beaucoup plus standardisé de le faire avec des vectors. Alors, donc si on va dans la classe mesh, donc, voilà, une fois qu'on a créé le cube ici, la classe mesh, voici à quoi elle ressemble. Donc la classe mesh.cpp, ça reprend un peu la classe shape, sauf que je différenciais les éléments liés à OpenGL et le cube et la création de mesh en lui-même, qui est dans Mesh Utilities. Alors ici, on a des fonctions d'assignement de vertices et d'indices, des getters. Ici, tout ça c'est lié à la création d'objets pour OpenGL, donc elle ne va pas changer globalement à ce qu'on avait fait dans les précédentes vidéos. Donc, on a toujours nos VAO, enfin nos vertex array object, nos vertex buffer object et nos éléments buffer object. Et globalement, voilà tout simplement elle ressemble à quoi. Donc on initialise nos objets OpenGL. Voilà, on a les différentes fonctions d'assignement. Hop, ici, tac. Voilà, à chaque fois qu'on assigne des vertices et des indices, on doit updater le vertex buffer object et l'élément buffer object pour que ça soit assigné à OpenGL. Et on a une fonction useMesh pour savoir dès qu'on va dessiner un élément à l'écran, qu'on veut utiliser le mesh lié à OpenGL. Alors pour pouvoir dessiner un mesh à l'écran, donc j'ai une classe qui s'appelle MeshRenderer, donc juste ici. Et cette MeshRenderer, elle va prendre un mesh, la transforme de notre objet. Donc la transforme, c'est comme avant, sauf qu'ici on a tout simplement utilisé la 3D pour pouvoir définir nos composantes. Et on a une transformatrice qui est TRS comme avant, exactement comme on avait en 2D. Donc si on va dans MeshRenderer, donc voilà, on définit, hop, on va ici. Alors ça va servir à dessiner un élément à l'écran. Donc on a plusieurs paramètres à prendre en compte. Si on veut un objet qui soit composé de lignes, de points ou qui soit rempli. On veut par exemple dessiner uniquement une partie du mesh, mais pas entièrement le mesh en entier, on va utiliser ces 3 paramètres. Et si on veut dessiner un mesh à l'écran, on a la fonction draw, et la fonction draw, ça va reprendre exactement ce qu'on avait fait avant. Draw, ici, on va dessiner le mesh, donc on utilise le shader, on envoie les différentes matrices au shader. On veut utiliser le mesh pour pouvoir dire à OpenGL qu'on va dessiner ce mesh là, et on dessine avec, comme d'habitude, GL draw element, comme ceci. Alors, je vais vous montrer un peu la classe à quoi elle ressemble en entier. Voilà. Tac, c'est bon. Donc pour les matrices de la caméra view, c'est globalement la même qu'avant. C'est alors ça j'ai rajouté juste après, mais vous allez comprendre pourquoi. Normalement c'est la matrice de vue, c'est la matrice l'inverse de la rotation multipliée par l'inverse de la translation. Et comme là ici on est en 3D, donc on a un angle en 3D et une position en 3D. Donc je vous montre un peu à quoi ressemble le point H, comme ceci. Voilà. Et on a rajouté. Donc la fonction avant c'était to NDC matrice, j'ai changé en fonction projection matrice, qui va juste déterminer si on est en perspective ou en orthographique et renvoyer la matrice adéquate. Alors ici, je n'utilise pas la matrice de perspective avec le FOV, mais la matrice de perspective avec les bordures, car tout simplement je voulais utiliser les mêmes paramètres pour la perspective et pour l'orthographique. Mais globalement, donc quand on assigne le FOV, parce que j'ai une fonction set FOV, eh bien je vais convertir le FOV vers la taille qu'on veut de la caméra, soit en verticale, soit en horizontale. Alors globalement,
Donc de toute façon, mSize, ici c'est défini mSize soit en vertical soit en horizontal. Parce que quand on va récupérer la taille ici, la taille de la caméra qu'on souhaite avoir, ça va faire une conversion soit en horizontal, soit en vertical ici. Et je vais l'utiliser ici pour les projections matrices et les utiliser dans les matrices. Donc voilà. Au niveau du shader, eh bien, voilà à quoi elle ressemble. Donc le shader, j'ai rajouté une fonction qui est set uniforme matrice 4x4. Hop. Et globalement, c'est tout ce que j'ai ajouté. Voilà. Globalement, c'est un peu tout. On récupère la matrice 4x4 en tableau de float, que ce soit continu. Comme on avait un double float, il faut le convertir en tableau de float simple. Et mon shader, voilà à quoi il ressemble. Donc on a modifié le vertex shader, le fragment shader c'est le même qu'avant, juste une couleur, et on a juste voilà, changé la matrice toNDC matrice et on l'a mis en projection, et globalement c'est la même multiplication qu'avant. Et on vient mettre, avant ici on avait un 1 puisqu'on n'en avait pas besoin, et ici aussi on avait un 0 ici, on n'avait pas besoin aussi. Et bien là on met la composante W qui sera divisée par la suite en interne, où chaque élément sera divisé par la composante W en interne par OpenGL. Et si on lance, donc globalement, donc si on lance, on aura ceci. Donc j'ai mis deux objets, deux cubes, les deux ils tournent sur eux-mêmes, et j'ai une caméra qui va venir tourner autour du cube central ici, pour pouvoir afficher les éléments. Alors, donc comment j'ai fait ceci? Globalement, donc si je prends le main.cpp, donc je vais définir juste un mesh, une transform et un mesh renderer, et c'est le mesh renderer que je vais draw deux fois avec en définissant la transform avec des positions et une rotation différente. Donc on a ici et ici qui va permettre de définir le deuxième cube. Donc le deuxième cube c'est celui-ci. Voilà. Donc le premier cube je le définis en Z avec une position de 5. Et le deuxième cube, je le définis en Z avec une position de 8, c'est-à-dire derrière le cube. Quant à la caméra, je vais le définir de manière relative au premier cube, et je veux que la caméra soit placée à -5 par rapport au premier cube. Donc, si on est, ça veut dire, vu que le cube est en 5 en Z, bah, la caméra va se placer en 0 en Z. Et je viens faire tourner la caméra autour du cube, en appliquant juste une multiplication, une rotation du vecteur relative. Donc le vecteur relative, hop, ça sera celui-là. Donc ici c'est mon cube, ici c'est ma caméra, hop, et le vecteur que je viens tourner, c'est celui-là. Donc je fais une rotation d'un degré. Donc la rotation, je le fais, hop, tac, ici, ouais, voilà. Donc je viens tourner, hop, ouais, ici, voilà. Donc je viens tourner ce vecteur ici, là, vers un certain angle. Donc il va tourner après dans ce sens là, donc en trigonométrique. Et globalement, je veux qu'à chaque fois que, vu que la position après elle change, elle se met ici, par exemple, mon vecteur il va devenir comme ceci. Je veux aussi que la caméra, elle oriente sa rotation vers le joueur. Donc, de manière habituelle, hop, la caméra est orientée comme ça. Si je tourne la caméra de caméra angle, eh bien, ça va venir tourner comme ceci. Et je serai bien orienté vers l'élément ici. Donc voilà comment j'ai fait pour tourner mon objet autour du cube. Voilà. Alors par contre vous n'avez pas vu, donc je vais juste refaire le schéma, ça sera quand même un peu mieux.
Donc on avait le cube ici, la caméra ici. On va juste, hop. Donc la caméra, ça va faire un truc comme ça. Là, le vecteur, donc j'ai un vecteur ici que je viens tourner autour du cube. Maintenant, si je le tourne par exemple, ce vecteur-là de caméra angle, qui va être augmenté de speed, donc par exemple, ça va à un moment donné être à 10, et bien l'angle ici sera de 10. Hop. De 10 ici, voilà. Donc c'est comme ça qu'on va définir la position de la caméra, et pour pouvoir orienter la caméra vers le cube, parce qu'il faut quand même que la caméra s'oriente vers le cube, eh bien on va le faire exactement en modifiant l'angle de la caméra. En modifiant l'angle de la caméra, ça fait que la caméra de base elle est comme ça, et si on modifie l'angle de 10, exactement là, ça va faire en sorte que la caméra va s'orienter dans la direction inverse de ce vecteur là, c'est-à-dire ce vecteur là. Hop. Et on aura bien une caméra qui sera orientée vers le cube et qui sera mise dans la bonne position. Donc voilà comment à peu près j'ai fait pour pouvoir avoir ce résultat. Alors, il y a une petite chose que je n'ai pas évoquée ici, c'est donc si on revient dans la caméra, hop, ici on a une matrice de vue qui est définie comme ceci. Alors pourquoi je le définis comme ceci? Car tout simplement, les configurations classiques d'une caméra dans OpenGL, c'est même, on va pas aller sur Paint, ça sera un peu mieux si j'ai un truc un peu plus droit. Allez, on va aller sur GeoGebra, comme ceci. Hop, on va définir un cube. Hop. Même c'est mieux si on avait un schéma caméra perspective matrice OpenGL. J'ai vraiment si on a un élément. Voilà, ici. Donc ici, la caméra, donc comment est définie une caméra de manière classique, c'est que la caméra est orientée vers les négatifs, et plus on s'approche de l'écran, et plus on va vers les positifs. Pour pouvoir définir nos points, faire en sorte que les points qui sont loin de la caméra soient définis de manière positive, il faut inverser le sens de la caméra pour que les éléments positifs viennent, que la caméra soit définie de manière inverse en Z. Donc c'est pour ça que j'effectue un pivot de la caméra en Z. Sinon, si on faisait un truc comme ça, on serait obligé de définir. Donc ici, ça revient à rien faire, hein, c'est comme si je l'enlevais. Ici, on serait obligé de définir les positions d'un objet en négatif. Donc, par exemple, si je fais moins 5, et alors moins 8, on va faire moins 8 comme ceci. Et on va définir la position, elle sera comme ceci. Hop. Et alors normalement ça devrait marcher. Et voilà, on aurait exactement la même chose. On est bien orienté de manière inverse. Hop, alors il y a juste là, on dirait l'élément il est un peu plus loin. Ouais, c'est parce que juste comme ça. Ouais, voilà. Et là, on aura bien nos éléments qui seront visibles, mais cette fois-ci sur l'inverse, c'est-à-dire que les éléments seront définis de manière négative par rapport à la caméra. Donc moi, je préfère le faire de manière positive. Globalement, c'est ce que le moteur de jeu Unity fait. Il définit ces objets par rapport à la caméra positivement. Donc, hop, on va juste revenir comme ça, et on va venir en caméra, voilà, revenir avec une inversion.
Et voilà, juste regardez, c'est bon. Et voilà, donc on a bien un moteur de jeu en 3D qui fonctionne de manière basique pour le moment. Et bien, c'est déjà la fin de cette vidéo qui était, je pense, assez longue. Globalement, voilà, le moteur est défini en 3D maintenant, donc on va pouvoir définir nos objets en 3D par la suite. Je vous invite à mettre un commentaire, à me dire qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter dans la suite du moteur. Si vous avez envie d'ajouter par exemple les lumières, des textures, ou voir par exemple aussi les quaternions, donc un système de pouvoir de rotation plus avancé par rapport à l'utilisation des angles de l'air. Vous allez voir que définir des quaternions pourra être plus utile que l'utilisation des angles de l'air. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez des suggestions sur comment le moteur va-t-il évoluer à l'avenir. Je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.